2005, les émeutes françaises, donc d'octobre-novembre, mais aussi le début en Italie d'un feuilleton, dont j'espère que vous le suivez un petit peu, parce que c'est quand même, ça dure 7 ans, depuis 7 ans, c'est le feuilleton du chantier du TGV italien, le TAV, le train à grande vitesse, qui n'arrive pas à se terminer parce qu'il y a régulièrement des affrontements. Le chantier est envahi, il y a eu des incidents très importants cette année encore. 2006, c'est dans les événements marquants, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup plus que ça, mais c'est l'insurrection de la ville de Oaxaca au Mexique, à la suite d'un mouvement social. Alors là, c'est plus qu'une émeute, ça a duré plusieurs jours. Et une émeute assez emblématique pour les polices européennes, c'est celle les 3 ou 4 jours d'émeute qui ont suivi l'expulsion et la destruction d'un squat culturel autogéré, qui était l'Ungdomshuset à Copenhague, qui était assez connu, qui avait une certaine audience culturelle et qui était dans des locaux syndicaux qui avaient été... Bon, c'était squatté, mais il y avait un arrangement, quoi. Et comme le syndicat et le Parti social-démocrate au Danemark comme en Allemagne sont les seules et mêmes organisations, ou presque, et que la mairie de Copenhague était tenue par les sociodémocrates, c'est eux qui ont décidé de faire une opération financière, de vendre l'immeuble à une secte d'extrême droite religieuse et de détruire pour faire une opération juteuse. Ça a été, pour les polices européennes, un terrain d'expérimentation et d'observation sur la façon de gérer les émeutes urbaines. Ça a été particulièrement violent. Il y a eu un film qui a été fait par les gens de l'Ungdomshuset qui est tout à fait intéressant, qu'on peut retrouver. Alors 2007, c'est le retour des affrontements dans les manifestations intermondialistes avec le G8 de Rostock et d'Hambourg, que vous avez à droite, et en France, Villiers-le-Bel, avec là 2 autres jeunes, Ziad et Bouna, qui sont sauvagement, comme vous le voyez, rentrés avec leur petite moto miniature dans la voiture de police, dont vous avez la photo. Pour l'instant, les policiers sont mis en cause, mais enfin, aux dernières nouvelles, il y a quand même eu une mise en examen d'un policier pour faux témoignage. On ne désespère pas. Il y aura peut-être à un moment donné quelque chose. Et alors 2008, là, ça commence à prendre une autre dimension. 2008... c'est cette vague d'émeutes qu'on a appelée les émeutes de la faim, qui a touché le monde entier, qu'on a appelé, vu des pays où il n'y en avait pas, les émeutes de la faim. Pour ceux qui en ont été les acteurs, ce sont des émeutes de la vie chère, qui est une expression qu'on entend mieux, on se sent un peu plus concerné, parce que ceux qui ont véritablement faim, et notamment en Somalie, ils n'ont plus la force de se révolter et de faire des émeutes. Et là, c'est la population urbaine qui, dans la situation en 2008, où la crise financière commençait et où la spéculation financière commençait à toucher les produits de première nécessité, cette population urbaine s'est révoltée contre la hausse des prix des produits de première nécessité sur tous les continents, en réalité, sauf l'Europe. Qui a été le seul continent non touché par ces émeutes. Mais 2008, ce n'est pas que ça. C'est aussi les émeutes au Tibet et à Lhasa. Ce sont les émeutes en Afrique du Sud. Et celle dont je vous ai parlé à la suite de la mort du jeune Alexis en Grèce au mois de décembre. 2009, là on monte à un total de plus de 500. Ça prend une dimension réellement planétaire, avec des émeutes contre les politiques d'austérité en Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Islande, des émeutes liées aux élections. Ça, c'est nouveau et ça ne fait que s'amplifier depuis. Je permets de faire une petite parenthèse. C'est quand même un signe des temps que l'élection de représentants dans les régimes démocratiques et libéraux qu'on avait inventés il y a quand même 2 siècles et qui permettaient de pacifier
les conflits à l'intérieur d'un pays par la représentation électorale et de gérer de façon à peu près civilisée, avec tous les guillemets que vous voulez, les conflits sociaux et les conflits politiques. Les élections sont de plus en plus régulièrement dans le monde aujourd'hui, non pas le signe de la fin des émeutes, mais le signe du début. Ou en tout cas, avant ou après, parce que la préparation ne convient pas ou parce que les résultats sont largement handicapés par le soupçon de fraude, c'est une occasion de violence, comme il y en a eu au Sénégal, comme il y en a aujourd'hui en Égypte. Voilà, c'est même des pays qui viennent de découvrir le processus électoral prennent déjà la distance avec ce processus-là. C'est Madagascar, des émeutes sur la question du pouvoir. Martinique et Guadeloupe, c'est la vie chère. L'Iran, c'est les élections. Urumqi, c'est la même chose que pour le Tibet, c'est-à-dire des conflits dus à la politique chinoise vis-à-vis de ses minorités. De nouveau la Grèce, mais cette fois directement sur les politiques d'austérité. Et la Turquie, pour l'essentiel, la Turquie, ce sont des émeutes générées par le conflit avec les Kurdes, mais pas seulement. Il y a aussi des émeutes étudiantes. Et enfin, le sommet de l'OTAN, cette fois-ci non pas du G8, mais de l'OTAN à Strasbourg, qui prend une dimension extraordinaire. Voilà, avec un hôtel Ibis qui a brûlé, l'ancienne douane qui a brûlé, les véritables batailles rangées dans les rues de Strasbourg, enfin plutôt dans les rues autour de Strasbourg, parce que le centre-ville avait été bloqué. J'aime bien montrer des photos parce que bon, on ne va pas le faire, on n'a pas le temps, mais je voudrais mettre très bien au défi de reconnaître dans quel continent ont été prises les photos. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une très grande diversité de situations. Ça s'ancre à chaque fois dans des contentieux nationaux très précis. Mais ce qui est frappant pour quelqu'un qui regarde ça tous les matins comme moi, c'est que ça se ressemble. C'est-à-dire que les modes opératoires, les modes opératoires se ressemblent étonnamment d'un pays à un autre, d'un type d'émeute à un autre. Et ça se ressemble en étant différent des modes opératoires insurrectionnels, révolutionnaires, des 2 siècles qu'ont précédé. Je vous prends un exemple tout simple. L'insurrection, la révolution, depuis 1789 en France jusqu'en mai 68 un peu partout dans le monde, l'image qu'on a de la révolte dans la rue, c'est la barricade. C'est la concurrence militaire du territoire. Et on se fait des fortifications de fortune pour combattre militairement les forces de l'ordre. La barricade a quasiment disparu. On n'en fait plus. On fait des blocages, on fait ce qui est tout à fait différent, c'est un rapport à l'espace et à l'espace urbain qui est complètement différent. C'est une façon de gérer ces enjeux qui sont complètement différents. Il y a des conflits beaucoup plus mobiles que par le passé. Et puis il y a cet usage de l'image comme forme d'action, de la production d'images comme forme d'action, qui influe sur le mode opératoire lui-même, où on va faire des choses uniquement pour l'image que ça fait, et avec juste titre. Et notamment la présence du feu partout, et du feu, qu'est-ce qui brûle le mieux, et assez loin des immeubles pour que ça ne fasse pas trop de danger, par exemple les voitures. Voilà. C'est quand même beaucoup moins dangereux que de faire brûler les poubelles dans les cages d'escalier. L'incendie de voiture devient la marque de l'émeute contemporaine depuis Oulan-Bator jusqu'à Buenos Aires. Et c'est tellement vrai que lorsque dans des conflits sociaux classiques, on veut indiquer que c'est du sérieux cette fois-ci, retenez-nous ou on va faire un malheur, qu'est-ce qu'on fait comme acte symbolique qui va marquer l'image du conflit social? On met le feu à quelque chose. Voilà, des palettes, des pneus. La symbolique de l'émeute s'est imposée comme un langage, comme une grammaire particulière. Alors 2009-500, c'est un phénomène mondial. Là, c'est la carte que j'avais faite pour... Là, il n'y en a pas beaucoup encore sur cette carte-là, que j'avais faite pour mon livre. Les petits points verts, ce sont les émeutes au cours de mouvements sociaux classiques. Les petits points rouges, c'est après la mort d'un jeune. Les petits points bleus, c'est les mouvements étudiants, qui sont déjà assez nombreux, très forts en Colombie à cette époque-ci, déjà présents en Chili.
sont des endroits où ils sont assez puissants encore aujourd'hui. Et puis il y a l'aspect, le côté obscur, je dirais, de l'émeute, le vrai côté obscur de l'émeute, qui est que lorsque les gens en colère s'en prennent non pas à l'État et au pouvoir, mais s'en prennent aux voisins. Comme ça s'est passé au Tibet, hein, parce que ça a commencé par un pogrom de Chinois à Lhasa, comme ça s'est passé au Urumqi, comme ça s'est passé dans les townships d'Afrique du Sud en 2008, où ça a été la chasse aux Zimbabwéens et aux Mozambiquais. Il y a l'émeute pogrom, l'émeute qui fait que l'État, dans sa logique de légitimation par la guerre, est vainqueur à tous les coups, c'est quand on s'en prend à l'autre. Et ça aussi, ça existe, et ça fait une part non négligeable des événements, il faut le savoir. Hein. On en a quelques exemples en Europe, en particulier contre les Roms. On va passer aux statistiques. Hein. 2010, plus de 1200 émeutes, avec les retours des émeutes ouvrières, c'est-à-dire que dans le dispositif politique et de crise totale de la représentation qu'on connaît aujourd'hui, y compris des formes d'action collective et des secteurs de la société qui connaissaient des formes d'action plus représentatives, plus policées, plus organisées, dans l'organisation d'un rapport de force, par exemple le mouvement syndical, les émeutes ouvriers ou le mouvement ouvrier. Ce mouvement ouvrier lui-même reprend le chemin de l'affrontement. Il prend le chemin de l'affrontement en Chine. Par exemple, bon, il y a eu en 2009 des grèves ouvrières qui ont tourné à l'émeute à Chouchéou, ce qui a failli vous priver de tous vos iPhones, parce que c'est là qu'ils sont fabriqués. Il y a eu des émeutes au Bangladesh assez impressionnantes, des émeutes ouvrières dans le textile. Je dis impressionnantes parce que les ouvriers du textile dans le Bangladesh, ils ont entre 10 et 12 ans, donc c'est des émeutes d'enfants. Voilà. Comment reconnaître la police des émeutiers, il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre, mais c'est aussi des émeutes dans les châtiers-navals espagnols. Voilà, c'est la totalité du monde qui est touchée. Vous voyez que la France a eu un bon lot en 2010, mais il y a eu le mouvement de mobilisation contre les retraites, et avec une semaine d'affrontement entre les lycéens et la police, qui est assez hallucinante. Assez hallucinante parce que là, la jeunesse scolarisée, la jeunesse des cités de banlieue s'est réunie et ils ne sont pas restés dans les quartiers comme en 2005. En 2005, ils ont brûlé les voitures en bas de chez eux. En 2010, ils sont allés dans les centres-villes. Ils sont allés dans les centres-villes, à Lyon, à Dijon, dans toute une série de villes, même de petites villes de province, et ont commencé à casser des vitrines, comme l'ont fait leurs homologues anglais l'année suivante. Donc c'est pour ça que la France, c'est vrai que j'observe peut-être la France un tout petit peu mieux que d'autres pays, elle a un avantage statistique. Mais vous voyez que ça touche absolument tous les continents, avec des contextes différents. Bon, en Chine, c'est plutôt des émeutes ouvrières. En Côte d'Ivoire, c'est la conjoncture électorale qui a provoqué des émeutes. En Colombie, c'est les émeutes dans les universités. En Italie, c'est le mouvement contre les ordures à Naples, mais aussi le mouvement TAV. 2011, on va s'y arrêter un peu plus sur quelques événements, mais je vous permets de vous faire remarquer que c'est une belle année. Quand même, près de 1800 émeutes dans 128 pays. Ça, c'est la Chine. Donc, vous voyez que l'usage de l'automobile, y compris de l'automobile de police, est un usage international. Ça, c'est au Sénégal. Ça, c'est en Italie. Ça, c'est au Pérou. Ça, c'est en Inde. Ça, c'est un Mani contre une expulsion de bidonville. Et je dois vous avouer que ça, je ne me souviens plus. Voilà. Voilà ce que ça donne en croissance exponentielle depuis 3 ans. Sur le nombre d'émeutes, avec des variables par continent, mais un mouvement qui est à peu près le même. Alors bien sûr, une forte Afrique-Asie largement avantagée par le printemps arabe dont nous allons parler. Alors, les émeutes étudiantes, je l'ai dit au passage, sont un aspect important. Ça fait un 5e à peu près des phénomènes émeutiers l'année dernière.
avec des moments très forts, hein, comme par exemple Londres fin 2010, et la mise à sac du local du parti conservateur, le Chili sur un an, ils ont eu une année blanche quasiment, et puis Québec, vous me direz quand vous aurez fini. Je vous souhaite bonne chance. Donc, avec voilà, cette image de l'émeutier qui est absolument internationale, qui est l'image là aussi, vous voyez le mode opératoire identique, et y compris la façon de faire et de se vêtir. On les appelle encapuchados en Amérique latine. Les lois contre les passe-montagnes ou les masques dans les manifestations se multiplient un petit peu partout. Ce qui est assez étonnant, c'est que les polices d'intervention rapide, comme ce qu'on appelle le RAID en France, n'ont pas attendu les manifestants pour eux-mêmes mettre des cagoules. Mais bon, et y compris, ça rentre dans l'imagerie, puisque Banksy, qui fait partie de notre imaginaire, parce que sans forcément le connaître, il est un petit peu partout, l'a intégré dans un certain nombre de ces images. Au point que, on va rester un tout petit peu de temps sur cette image-là, le Time, vous le savez, j'espère, qui déclare une personnalité de l'année tous les ans, a déclaré que 2011, la personnalité de l'année, c'était le protestataire. Et vous voyez bien, l'image du protestataire, c'est bien l'image cagoulée qui évoque à tous les coups l'événement phare de cette année 2011, c'est-à-dire le printemps arabe. Pas d'objection. Il se trouve que j'ai un fils qui fait de l'image, qui connaît bien l'image contemporaine, qui m'a dit ça. Il m'a vu faire le PowerPoint. Il m'a dit, mais ça, c'est... Je reconnais le graphisme, je sais qui a fait ça. C'est Obey. Et Obey, il aime bien faire des séries. On va regarder, on va chercher sur Internet, on va en trouver l'autre. Et on a trouvé la série. Voilà. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que l'image de base de départ, c'est une militante d'Occupy Wall Street, avec le 99%. La première traduction graphique, le 99%, est très très visible, puis elle part dans un coin de l'image, et finalement le Time, il n'a pas eu beaucoup à faire, juste enlever le petit 99% pour trouver une image globale. Alors je trouve que l'artiste, en l'occurrence, et dans les périodes comme celles qu'on vit, les artistes voient des fois les choses beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus pointue que les politiques ou les sociologues. L'artiste a vu quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans cette année 2011, dont je voudrais vous parler un petit peu avant de m'arrêter, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde, et pas seulement pour le Maghreb, pas seulement pour la Tunisie et pour l'Égypte. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde, avec des phénomènes. D'abord, premier phénomène, une contagion d'une révolte à une autre. Une contagion explicite. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais pour moi ça allait de soi, mais j'aurais dû vous le dire, dans tout ce que je vous ai montré avant, tout ce phénomène émeutier qui monte, il y a des gens qui font la même chose que d'autres à des centaines, voire des milliers de kilomètres de distance, et qui n'en savent rien. Alors là, pour le coup, Internet, ça ne nous sert à rien, parce que c'est mis sur YouTube, mais tout le monde ne le regarde pas. Donc, il y a une osmose, il y a des effets de résonance entre des révoltes qui se ressemblent dans leur motivation, de leur subjectivité, de leur mode opératoire, mais qui s'ignorent en réalité, parce que le dispositif d'information fait qu'on l'ignore. Pour la première fois depuis le début de la décennie, à cette échelle-là, en 2011, il y a eu un effet de contagion explicite. De contagion explicite sur les mots d'ordre, et donc il fallait des mots d'ordre. C'est-à-dire qu'il y a eu un
retour de la parole. L'émeute, c'est quand même l'action sans parole. D'abord, c'est pas tellement qu'on n'a rien à dire, c'est qu'on n'a rien à dire à celui qui est en face. C'est pas tout à fait pareil. Non, mais c'est tout à fait... mais là, d'un seul coup, on se constitue un interlocuteur et on peut parler. Donc, il y a de la parole. Cette parole, elle peut donc se transmettre, s'adapter à des situations locales. Et il y a de la contagion dans le mode d'action, et notamment dans le mode d'action sur l'occupation de l'espace public. Mais qu'est-ce qui nous a fait sortir de ça? Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur la première des émeutes, commencée d'ailleurs en 2010, et qui a inauguré cette année 2011.